Est-ce que les affaires reprennent sur Ogotoliners? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. On va analyser Ogotoliners sur Fiscal AI. Vous avez 15% de réduction via le coupon dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Alors, Ogotoliners, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. C'était une boîte qui a été un peu découverte par William Higgins dans son fonds Indépendance AM. Il avait fait un carton sur le fond. Regardez la performance ici. Hein. On avait bénéficié d'un super cycle sur le fret maritime. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans un sous-segment du fret maritime. Ils font ce qui s'appelle le roll-on, le roll-off. C'est-à-dire qu'on transporte des véhicules à travers, par bateau. Donc c'est intéressant comme secteur. C'est une boîte qui est norvégienne. Et depuis la cotation, on est passé de 21 couronnes norvégiennes à 133 couronnes norvégiennes. Hein. Bon, fois 6, c'est quand même pas mal hein, comme performance. Au niveau de la market cap, on est passé de, alors c'est 4 milliards de couronnes norvégiennes, donc je crois que c'est 1 pour 10 euros le taux de change, je peux me tromper, hein, mais ça doit être, voilà, c'était vraiment une small cap, à maintenant 25 milliards de couronnes, bon, ça devient quand même une large cap, enfin une mid cap, on va dire, plutôt une mid cap, donc belle performance, et si vous aviez investi 10 000 euros à la cotation en bourse, hop, vous aurez, alors 10 000 couronnes norvégiennes, pardon, vous aurez 160 000 couronnes norvégiennes, x 16, bon, et c'est pas le bitcoin ça, hein, c'est une compagnie qui fait du fret maritime, bon, intéressant quand même, hein. On va regarder un peu l'actualité récente de l'entreprise. Donc, on est sur des volumes qui sont stables de transport sur le premier trimestre, impacté évidemment par les perturbations géopolitiques, puisque le détroit d'Ormuz a été bloqué. Donc, hausse du coût des carburants notamment. Sur d'autres activités plutôt spécifiques à l'entreprise, ils sont en train de renouveler la flotte. Donc il y a quand même des capex qui sont passés pour acheter de nouveaux navires et continuer à investir dans l'appareil productif. Signe aussi qu'ils voient une progression de l'activité, de la progression de la demande. Donc c'est plutôt positif pour la croissance future. Intéressant. Allez, on va regarder un peu les chiffres sur Coifin. Si vous souhaitez vous y abonner, vous avez le lien en haut à droite de l'écran. Donc le cours de l'action, on en a déjà parlé. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, vous voyez, on est sur une activité qui est quand même très cyclique. En médiane, on fait 4,6% sur les 4 ans disponibles. Et puis en décembre 2025, on fait 4%. Voilà. Mais on a quand même eu un super cycle, on le voit ici, et hop, ça s'est depuis quand même bien corrigé et ça recommence. Donc là, l'idée, c'est est-ce qu'il n'y a pas un nouveau cycle qui démarre sur le fret maritime? Vous n'avez pas que cet acteur-là, hein, vous en avez pas mal d'acteurs. Donc ça peut être une thématique d'investissement pour les prochains mois. Intéressant en tout cas. Au niveau des taux de marge, hop, on est sur quelque chose qui est pas mal. En fait, même si c'est cyclique, on a des taux de marge qui sont en augmentation depuis, alors on a la donnée depuis 2018. Parce que vous savez, ça a été introduit en bourse en 2022, mais ils doivent donner quand même de l'historique pour l'introduction en bourse, des rentabilités passées. Bon, on voit que ça a quand même globalement monté hein, depuis 2018. On est maintenant à 45% de taux de marge brute. Ils sont price takers, hein, ou les taux de fret maritime, ils sont pas c'est coté sur le marché en fait. Ils n'ont pas de pouvoir là-dessus. Ils peuvent juste essayer de baisser leurs coûts. Toutefois, on voit qu'en efficience opérationnelle, c'est pas mal. Hein. On est à 42% de taux de marge d'EBITDA. Très bon. C'est très bon. Et taux de marge nette à 36%. C'est au-dessus du luxe, au-dessus du logiciel. Alors qu'on fait du fret maritime. Quand même pas mal. Hein. Le bas blesse au niveau de la génération de free cash flow en revanche. Alors là, on va aller voir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le BFR ou est-ce que ce sont les CAPEX qui ont impacté les free cash flow? Mais bon, même à 21% de taux de marge de free cash flow, on est quand même pas mal. Hein. Donc, super, les marges sont superbes dans un métier cyclique. Donc en fait, on est sur un management qui connaît vraiment son métier, qui connaît ses cycles. Donc ils sont plutôt pas mal ici. Hein. Au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow, hop, on est sur plus de bénéfices nets que de free cash flow depuis 2024, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a un BFR qui est négatif? Non, il est positif ce BFR. Ça représente combien de pourcents du chiffre d'affaires? On est sur pas grand-chose, rien. On est sur 3-4%, donc c'est bien, c'est maîtrisé. Au niveau de la variation de ce BFR, hop, on est sur une dégradation, mais bon, c'est pas significatif, 81 millions de dollars. Alors c'est marrant, il publie en dollars, je pense. Hein. C'est pour ça qu'on a les chiffres en dollars ici. Donc une variation de positive de 81 millions de dollars depuis la cotation, enfin depuis 2019, c'est pas significatif. Donc on est sur un BFR qui est négligeable, c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de bloquer du cash pour faire tourner les opérations. Et au niveau de la dotation d'amortissement face au CAPEX,
Bon, on est sur une boîte qui se remet à investir depuis 2025, depuis mars 2025. Il y a plus de capex que de dotation d'amortissement, ce qui veut dire qu'ils sont toujours en train d'augmenter, ils sont à nouveau en train d'augmenter l'appareil productif. Donc, ils voient de la croissance future. Il y a 622 millions d'autres éléments cash pour le coup, puisque c'est un négatif ici. Donc là, il faut aller voir un tableau de flux de trésorerie, de quoi il s'agit. Mais donc, ces éléments, en fait, c'est surtout les capex qui font que on a un petit peu moins de free cash flow que de bénéfices nets. Bon, la différence n'est pas énorme. Toutefois, si vous voulez valoriser les fonds propres d'entreprise, je pense qu'il vaut mieux utiliser un price to free cash flow. Ça sera un multiple un peu plus élevé, mais un peu plus réaliste que le price earning. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, donc le rendement des capitaux investis, vous voyez, précédent super cycle, on est allé jusqu'à 36% de rendement des capitaux investis. Pour une boîte qui est intensive en capital, c'est monstrueux. Ça va quand même corriger, les cycles ne sont pas éternels, mais là où ils sont intelligents, c'est que, on va le voir après, ils ont redistribué un maximum de cash dans le cycle baissier. Maintenant que le cycle va potentiellement repartir, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, là, on est toujours à 23% de rendement des capitaux investis à décembre 2025. C'est pas mal, c'est pas mal pour une boîte intensive en capital. Donc là, ils continuent de créer de la valeur pour l'actionnaire. Parce que le coût moyen pondéré du capital, alors je veux bien que le coût des capitaux propres sur Ogoteliner, on peut mettre 12%, vu que c'est hyper cyclique, bien sûr qu'on peut mettre 12%. La dette, je sais pas combien elle est, mais on va aller regarder ça sur Fiscal AI après. Mais bon, coût moyen pondéré du capital pour ce boîte-là, 10%, grand max. Bon, là, le delta est positif, cette boîte crée de la valeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font des capex. Ils continuent à réinvestir parce que, en fait, ils continuent à créer de la valeur. Et donc, le cours de l'action va s'apprécier à multiples constants. Très, très bien, ça. Au niveau de l'endettement, on a un petit peu de dette. On est une fois les l'EBITDA. Bon, c'est pas trop risqué. C'est pas le genre de secteur où on peut s'endetter beaucoup, parce que comme c'est très cyclique, on peut vite se retrouver dans la panade si on a trop de dettes et que le cycle s'est retourné. Donc une fois, ça me semble correct. Une fois et demi, ça va peut-être être la limite. Il faut voir ce que dit le management là-dessus. C'est 2 fois les free cash flow, donc il n'y a pas de souci. Sur l'endettement, c'est complètement maîtrisé. Après, si on regarde la rémunération de l'actionnaire, il y a du dividende. Vous voyez ici, ils ont versé un dividende monstrueux. 841 millions de dollars. Alors j'ai plus la market cap de l'époque, mais c'est fort, il y avait 30% de rendement en fait, et c'est là où ils sont intelligents dans l'allocation du capital, c'est qu'ils savent que les cycles ne sont pas éternels, donc là, comme ils ont fait une rentabilité, ils ont fait des free cash flow records, hop, ils ont versé ça en grande partie en dividendes. Et ça a fait la joie des actionnaires de l'époque. Derrière, ils coupent un petit peu, ce qui est normal, parce que les free cash flow se sont un peu tassés. Maintenant, on est sur à nouveau des free cash flow en augmentation, donc on peut s'attendre à ce que le dividende réaugmente. Alors, je ne sais pas à quel niveau, impossible de savoir, mais on peut avoir quand même des rendements du dividende qui sont copieux sur cette boîte-là. Si on se met la médiane dans le rendement de l'actionnaire, qui inclut aussi la dilution, mais il n'y a pas beaucoup de dilution, il n'y a pas de rachat d'action. Donc ça, c'est le rendement du dividende. Voilà. Mais en médiane, vous avez du 12% sur Ogoteliner. Attention, c'est norvégien, il y a une énorme retenue à la source en Norvège. Voilà. Et il faut avoir accès au dossier via un courtier un peu correct, quoi. Donc je pense que Interactive Brokers doit pouvoir le faire. D'autres courtiers plus classiques, peut-être pas. Donc rémunération de l'actionnaire, toujours très bien, mais cyclique évidemment. Si on regarde la valorisation, la valeur d'entreprise sur EBITDA en médiane est à 3,6, ce qui est faible, très faible. Actuellement, on a 5,1. Par rapport à l'historique de la boîte, c'est relativement élevé. Dans l'absolu, c'est pas très élevé, mais bon, c'est pas un secteur qui aura des multiples élevés, ça c'est clair. Bon, donc on est peut-être à un niveau élevé de multiples ici. Mais en fait, ce qui se passe sur les boîtes cycliques, c'est que le multiple est élevé jusqu'à ce qu'on ait une publication qui montre qu'on a une forte hausse de l'EBITDA, et en réalité, le multiple était beaucoup plus bas que ce qui était calculé. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais sur les cycliques profondes, comme c'est le cas pour Ogoteliner, il faut les acheter quand le multiple est un petit peu élevé. Alors idéalement, on aurait aimé avoir une décote sur actifs tangibles. Il y avait une décote en avril 2025, une légère décote ici, puis il y avait une décote aussi en 2023-2024. Ça, c'était intéressant. Enfin, en 2023, il y avait une décote. Là, il y a plus de décote sur actifs tangibles. Et les actifs tangibles, ils ont une vraie valeur. Ce sont les navires. Donc, ils ont une valeur à la revente. Bon, là, il n'y a plus de décote. Malheureusement, ça enlève cette marge de sécurité. Bon, après, je pense qu'on n'est pas survalorisé non plus. À 5,1, je pense qu'en euphorie, on peut aller à 7. Au-delà de 7, non, ça commencerait à être risqué. Mais là, voilà, on n'est pas... par rapport à l'historique, oui, on est un peu valorisé chèrement. Mais il n'y a pas beaucoup d'historique. Et c'est un secteur qui est très cyclique. Regardons sur Fiscal AI un peu ce que l'industrie nous donne. Hop, ça nous sélectionne des comparables. Et le plus comparable, c'est Wallenius Wilhelmsen. Ils sont aussi norvégiens. Ils font le même business, donc roll-on, roll-off. Au niveau des market cap, on est... alors, d'Amico, ils font du shipping, mais c'est plutôt du shipping des produits pétroliers. Global Ship Lease, ils font du shipping en vrac de mémoire. Bon, donc est-ce que c'est très comparable? Je sais pas. Le plus comparable, c'est Wallenius. En taille, c'est 2 fois Ogoteliner, mais bon...
Je pense que c'est comparable. Et on voit que Autoliner, c'est la plus rentable. Hein. 26%, c'est peut-être pour ça qu'il y a on va dire une prime sur la valorisation, mais on voit que tout le secteur reste valorisé à la casse. Alors, vous avez peut-être une opportunité d'investissement également sur Valinus, hein, à 4,2. Donc voilà, on est sur les niveaux assez faibles. Juste un petit tour côté DCF. On va pas faire un DCF sur ce business, hein, c'est imprévisible, donc aucun intérêt de faire un DCF. En revanche, les hypothèses d'actualisation nous sont utiles. On voit que la dette après impôt est à 5,1%. Alors il s'endette, je ne sais pas s'il s'endette en dollars, c'est peut-être pour ça que c'est à ce niveau. Et le coût des capitaux propres, ils nous mettent 8,9%. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Il faut mettre 10% sur cette boîte-là parce que c'est quand même très cyclique. Donc là, ils nous mettent un coût moyen pondéré du capital de 7,9%. Non, moi, je pense que ça serait peut-être 9-10% qu'il faudrait mettre. Bon, et conclusion sur Hog Autoliner. Je pense que c'est pas très chèrement valorisé. Et puis, la création de valeur continue. Donc, ça peut être intéressant à aller creuser de son côté. Attention, c'est hyper cyclique quand même. Hein. Donc, si on rate son point d'entrée, on va se prendre une moins-value importante, latente en tout cas. Peut-être qu'il faut fractionner son entrée si on veut faire du Hog Autoliner. Ce n'est évidemment pas un conseil en investissement. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.